Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de l'épisode, et non pas du chapitre, mais de l'épisode 883 et 884. Vous le voyez à ma face, j'ai un putain de sourire. Pourquoi ? Parce qu'on est encore parti dans un grand délire. Les 2/3 de chaque épisode correspondent à des flashbacks. Pour être en lien avec les chapitres, tout ce qui est canon, on a la fin du chapitre 905 et les 6 premières pages du chapitre 906, et on peut dire que là-dedans, il ne se passe pas grand-chose. Je me suis même posé la question, est-ce que je fais une critique analyse de ces épisodes ? Ce qui est vraiment excellent, c'est la fin. C'est la fin de l'épisode 984 où on commence à voir quelqu'un qui va arriver. Ne commencez pas à dire ouais c'est génial. Je pense que on va avoir un flashback sur l'arc Drum. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça que ça va surtout parler. Et juste à la fin, les 2 dernières minutes, on va voir la personne qu'on attend tous. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 épisodes ? Eh bien, on a vu que la plupart des personnes sont montées dans l'ascenseur. On a eu une bonne confrontation entre Garp et Stelly, qui a servi aussi de flashback pour l'arc du Mont Corvo. Ça fait bizarre de dire ça, l'arc du Mont Corvo, maintenant ça fait trop bizarre. Enfin bref, cette vidéo va partir totalement en live, je le sens. C'était vraiment sympa. Le mec, il est vraiment con, mais je parle bien sûr de Stelly, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Stelly est vraiment con, mais tu sens que c'est quand même comment dire ça pour être gentil ? Je crois que dire que c'est un putain d'enculé, c'est le plus gentil que j'ai trouvé. Parce que ça fait que quelques mois qu'il est devenu roi. Il était prince, il a épousé bien sûr la princesse qui est, je sais plus mais c'est son nom, ça a un lien justement avec Marie-Antoinette. Et ce qui se passe c'est que le roi et la reine sont morts de façon bizarre, de façon accidentelle mais un petit peu bizarre. Donc ça montre qu'il en a quand même... Qui recule devant rien, et surtout son rêve ultime c'est bien sûr de devenir un Tenryubito. Donc voilà, donc déjà tu vois le mec d'ailleurs quand il demande à Garp de se mettre, que celui-ci se mette à genoux parce que c'est l'un de ses sujets normalement, puis que l'autre il le répond. D'ailleurs il passe pour un idiot tout le temps, sauf que lui, s'il était intelligent et s'il avait compris quelque chose, enfin non il peut même pas le comprendre, mais c'est vrai qu'il est le seul à avoir vu Morlaix dans la montagne, et Morlaix en plus lui fait un clin d'œil, chose qu'on ne voit pas du tout dans le manga. Et aussi les corbeaux, les corbacs qui arrivent, et justement on va continuer à parler un petit peu des différences qu'il y a entre le manga et l'anime. Dans le manga, on voit Sabo qu'à la toute fin, d'ailleurs c'est un climax où il y a Stelly qui dit il y a des corbeaux, il faut les tuer parce qu'ils vont éclater la bulle et on va tomber. Et à côté, on voit qu'il y a le soldat qui dit ne vous inquiétez pas mon prince. Le visage qu'on voit c'est le visage du Sabo, et à la fin du chapitre on se dit waouh, il y a les révolutionnaires qui sont là. Sauf que cet effet de climax de fin, et ben on l'a pas du tout dans les épisodes, parce que on voit Lindbergh qui est là, alors que Lindbergh on n'est même pas censé savoir qu'il est ici, on le sait que bien plus tard. Donc on voit Lindbergh qui est en train de parler avec Sabo, c'est juste un prétexte pour mettre en place un flashback qui sert un petit peu à rien. Celui-ci, je trouve qu'il sert à rien parce que il est quand même assez récent et on en a encore une fois beaucoup parlé quand on a eu le retour de Sabo à Dressrosa. Donc c'est pas aussi loin que ça dans les souvenirs. Le flashback par contre qu'il va y avoir plus tard au niveau d'Alabasta, lui il est vraiment excellent. C'est presque la moitié de l'épisode 884, et ce qui est vraiment bien c'est qu'il y a eu c'est un flashback qui a été entièrement redessiné. Tout ce que vous voyez au niveau d'Alabasta, ça a été entièrement redessiné. Ça, d'ailleurs, on le ressent. Enfin, moi, je sais pas pour vous. Quand il y a le combat de tous les Mugiwara contre le Baroque Sword. D'ailleurs, l'animateur, c'est Yoshizuka Tomita, qui est un grand animateur au niveau de la Toei. Et ça fait plaisir. Et surtout, le final qui est absolument dingue. Il a été dessiné par Katsumi Ishizuka. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que c'est lui aussi qui l'avait dessiné à l'épisode 126, c'est-à-dire la première fois qu'a été dessiné le combat entre Crocodile et Luffy, c'est cet animateur, et il l'a redessiné. Et justement quand on met un lien entre les deux, l'un à côté de l'autre, on voit vraiment l'évolution. Et ce mec là est vraiment excellent parce que c'est lui qui s'est occupé
petits combats et on reconnaît vraiment son style où c'est vachement dynamique, il y a des traits qui sont vachement tirés. C'est le combat de Pecoms contre Oven et de Oven contre Aladdin. Donc voilà, donc c'est ce que je veux dire, c'est que les flashbacks, quand ils sont bien amenés, à la rigueur, j'ai pas eu l'impression de perdre du temps parce que c'était quelque chose qui était assez vieux et franchement, j'ai pris du plaisir à le regarder. Même si je l'ai pas regardé une deuxième et une troisième fois parce que ça servait absolument à rien, eh bien, j'ai pas eu l'impression comme le flashback du Mont Corvo où ça a été quand même assez long et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. On va revenir maintenant un petit peu sur ce qui se passe durant ces deux épisodes. On a vraiment tout le monde qui prend l'ascenseur pour monter. Ils arrivent au niveau de Marie-Joa. Marie-Joa, maintenant qu'on voit la vraie écriture, on voit un petit peu ce qui va se passer à la rêverie, c'est-à-dire qu'on a toutes les personnes qui sont les dirigeants du monde, qui sont complètement déconnectés aussi de la réalité. On voit qu'il y a beaucoup d'argent, ils ont tous des grosses parures, on voit aussi que la nourriture est vraiment fastueuse, et surtout qu'il y a quand même des enjeux diplomatiques, c'est-à-dire que Shirahoshi commence, vu qu'elle est belle, elle est un petit peu l'attraction et tout le monde veut se marier avec. Elle ne sait pas comment répondre et elle fait la gaffe de dire qu'elle n'est pas intéressée par eux, ce qui peut vraiment causer un accident diplomatique. On voit que les enjeux de la rêverie sont assez importants. On se rappelle d'ailleurs que dans une ancienne rêverie, il y avait l'autre idiot qui s'appelle Wapple qui avait mis une baffe à Vivi quand elle était jeune et celle-ci avait pas répliqué de peur qu'il y ait un accident diplomatique. C'est-à-dire que les enjeux qu'il va y avoir au niveau de la rêverie sont hyper importants. On a aussi la réunion de 3 personnes qui sont Vivi, Rebecca et Shirahoshi qui ont un lien commun qui est bien sûr Luffy et elles ne doivent pas parler de Luffy parce que Luffy est un pirate, surtout que maintenant sa prime vient d'augmenter à 1,5 milliard de berry. Mais il y a quand même ce fait que il va y avoir sûrement des clans qui vont être faits au niveau de la rêverie. Et Luffy, quand il est arrivé en tant que pirate, il a marqué les esprits et surtout, il a sauvé des peuples. Il a sauvé le peuple de Dressrosa, il a sauvé le peuple d'Alabasta et il a sauvé le peuple des hommes poissons. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que Luffy a eu le rôle que normalement était imputable à celui du gouvernement mondial. Et ce qui est con, et c'est ça qui est vraiment chiant, c'est que toute la tension, toute la tension qui devrait monter au niveau de la rêverie, malheureusement on ne le sent pas au niveau de ces épisodes. Ces épisodes pour l'instant ils sont tout gentils, tout mignons. Donc voilà, c'était encore une fois, on est sur des épisodes de transition, on est aussi sur des épisodes de mise en place, des flashbacks d'ailleurs, que je tiens à répéter, qui sont présents au niveau du manga, mais ils sont présents sur une ou deux cases seulement. Là ici, ça fait comme je l'ai dit, au moins la moitié, voire les 2/3 carrément d'un épisode. Concrètement, il n'y avait pas grand chose à dire de plus à part bien sûr que on voit les dessous de Marie-Joa, c'est-à-dire qu'on voit que le tapis roulant c'est des esclaves qui sont en train de pousser. Enfin on voit qu'on va, c'est vraiment le décalage entre les riches et les pauvres et tout ça c'est caché justement pour pas que les gens le voient. Donc voilà concrètement ce qu'il y avait à dire de cet épisode, critique analyse qui se fait totalement dans le feeling, on va dire ça comme ça. Je viens juste de terminer les épisodes et j'ai pas voulu les regarder une deuxième ou une troisième fois. J'espère quand même que vous aurez aimé cette critique analyse. N'hésitez pas, pour ceux qui ne font que dire, enfin que regarder l'anime, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, parlez-en autour de vous et on n'oublie pas le principal, One Piece dans quelques épisodes, ça va être la vie. Allez, salut mes Nakama.